Près de 600 lycéens dans les rues de Cayenne ce matin. Ils protestent contre les conditions de scolarisation, la vétusté des salles de classe et l'insécurité aux abords des lycées. Ils ont été reçus par les représentants du rectorat. Nous y reviendrons. Timide manifestation du côté des fonctionnaires ce matin devant la préfecture. Ils protestent notamment contre le projet de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022. À suivre dans ce journal. Et puis, la reconstruction se poursuit sur l'île de Saint-Martin. 9 bâtiments sur 10 ont été détruits après le passage des ouragans. En attendant les travaux de reconstruction, ce sont les habitants eux-mêmes qui s'organisent pour réaménager leur territoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ces tranches d'information. À la une ce soir, près de 600 lycéens en colère ont marché ce matin dans les rues de Cayenne. Félix Eboué, Damas, Max Joséphine, Melchior Garé, ils se sont rendus au rectorat avec leurs revendications, plus de sécurité aux abords des établissements, une meilleure organisation des emplois du temps, la rénovation des établissements jugés vétustes. Ce matin, une délégation des lycéens a été reçue par les représentants du rectorat. Reportage de Jonathan Lariot. La grogne des lycéens monte d'un cran. Faute de réponse des instances administratives, c'est le chemin de la rue pour manifester que choisissent les lycéens de l'île de Cayenne. Dans les rangs, les lycées Melchior Garé, Léon Gontran Damas, Félix Eboué, rejoints par les élèves de Max Joséphine. Le groupe composé d'un peu plus de 300 élèves interrompt brièvement la circulation, mais la vie générale semble de leur côté. Ah oui, ils ont raison, entièrement raison, je suis entièrement d'accord. Dans la ligne de mire des étudiants, les portes du rectorat. Arrivés devant en masse et rejoints par quelques retardataires, c'est au total près de 500 lycéens qui occupent le parking. Ça montre que c'est pas juste le caprice d'un groupe d'élèves, le fait qu'on soit vraiment tous unis, on est vraiment une force. C'est vraiment l'académie qui se plaint et pas juste un lycée. Après quelques prises de parole, plusieurs représentants par lycée sont désignés. S'ensuit une lecture du cahier des revendications. Jeunes lycéens et étudiants de Guyane, voulons prendre en main notre avenir. Ne disons pas seulement nous avons des problèmes dans notre lycée, nous voulons que ce soit résolu. Non, nous avons des idées, mais pour l'académie. Comme par exemple un plan de construction d'établissements provisoires, en attendant justement la construction de nouveaux lycées polyvalents avec des filières adaptées. Ça permettrait de scolariser ceux qui ne sont pas scolarisés et surtout de vider un petit peu les classes surchargées. Une heure après leur arrivée, une délégation composée des représentants lycéens sont finalement reçus au rectorat, mais la démarche est loin de faire l'unanimité car le recteur est absent. On a déjà dit tout ce qu'on avait à dire. Nous, on veut que le recteur, la CTG se déplace dans notre lycée, qu'il soit dans une salle non climatisée, avec des sièges non confortables, pour qu'il puisse faire caler contre Damas. Il faut commencer à prendre les choses au sérieux parce que là, on commence à en avoir marre. Des membres de la CTG se sont eux aussi joints à la réunion tant bien que mal. Il est midi quand les étudiants quittent la réunion avec des réponses loin d'être satisfaisantes. On nous a rappelé l'importance de l'éducation pendant toute la réunion et pour nous dire qu'on aura une éducation au rabais parce qu'on n'a pas de foncier, non. Nous sommes conscients qu'on ne peut pas avoir tout de suite. Ce serait complètement bête de penser qu'on pourrait avoir tout de suite, mais nous voulons quand même pouvoir nous projeter justement dans l'avenir avec ces changements. Même si ce n'est pas forcément nous qui en profiterons, mais pour la génération dont nous sommes les aînés. Parmi les points de revendication des élèves, une rencontre avec le recteur a été obtenue. Elle devrait se tenir en début de semaine prochaine. Manifestation également des fonctionnaires ce matin devant la préfecture. Ils répondaient à l'appel de grève nationale. Les fonctionnaires qui expriment leur profond désaccord avec les mesures annoncées par le gouvernement, le projet de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022, le rétablissement du jour de carence pour les arrêts maladie, le gel également de la valeur des points d'indice de calcul des salaires. Le mouvement a été très peu suivi en Guyane. Reportage de Pierre Tréfou. Faible mobilisation ce matin devant la préfecture de Cayenne. Seulement une centaine de grévistes, issus des syndicats enseignants dont la fédération UNSA et la FSU, mais aussi FO, UTG et CFDT, sont venus protester contre les conditions de travail en Guyane. Nous nous sommes mobilisés, certes moins nombreux, mais ils sont très nombreux à être restés chez eux pour marquer cette mobilisation autrement. Mais c'est de dire que ça ne va plus en Guyane. On ne peut plus assurer un service public de qualité. Les syndicats dénoncent les projets du gouvernement qui sont de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022, de rétablir le jour de carence pour les arrêts maladie et de geler la valeur du point d'indice qui sert à calculer leur salaire.
Mais aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires qui ne peuvent pas travailler dans leurs conditions normales, qui ont prêté serment pour travailler pour remplir des missions. La charge de travail en Guyane, elle est multipliée par 3 par rapport à la métropole. Les gens qui arrivent de métropole sont sidérés de voir qu'on n'arrive jamais à voir le bout de son travail. À 10h30, une délégation de syndicalistes est reçue à la préfecture pour présenter leurs requêtes. Obtenir des renouvellements de contrats et aussi surtout proposer une dynamique de pérennisation, c'est-à-dire vraiment ne pas laisser s'instaurer cette dynamique de précarité de plus en plus importante et de plus en plus inacceptable. Et dans un deuxième temps, il faut vraiment obtenir aussi des chantiers immédiats pour l'accueil des élèves et des solutions pour les personnes qui travaillent dans des conditions impossibles. Si des solutions à court terme sont présentées par la préfecture, pour les syndicalistes, elles restent insuffisantes. C'est de la discussion et des échanges qu'émaneront ces propositions. Je pense que nous en avons, mais ces propositions-là aussi doivent être confrontées à la réalité, doivent être confrontées à ce que les décideurs ont, à ce que l'État a, pour qu'on aboutisse à quelque chose de vraiment concret et de réussi. Une prochaine mobilisation est déjà prévue pour le 19 octobre prochain. Nous sommes dans la 14e semaine de la qualité de vie au travail et pour en parler ce soir, nous recevons Marielle Bondron. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes directrice de l'ARACT, qui est l'association régionale de l'amélioration des conditions de travail. Alors, le thème de cette 14e édition, c'est un management de qualité. Ça s'apprend, mais de quelle manière? Ça s'apprend déjà dès l'école. Et c'est la volonté du réseau, puisque les interventions qui ont été faites visant à améliorer les conditions de travail, en tout cas appuyer les entreprises de notre territoire, de l'ensemble du territoire national à améliorer les conditions de travail, ont démontré que pour apprendre à manager le travail, il faut commencer dès le début. Alors, il y a une démarche visant à former également les jeunes étudiants, les étudiants ingénieurs, mais également toutes les écoles qui préparent à des métiers au sein par lesquels ceux qui en bénéficient, enfin, ceux qui vont les exercer auront à exercer des fonctions d'encadrement. Le bien-être est quand même une notion assez subjective. Par quels moyens, par quels critères parvenez-vous à savoir s'il y a du bien-être, de la qualité de vie au travail? Alors, le bien-être au travail, comme vous avez dit, c'est quelque chose de très subjectif. Chacun peut trouver de la satisfaction simplement en étant bien payé, par exemple, puisqu'on parle du cadre du travail, et peut aussi, par l'intermédiaire de la reconnaissance de son travail, peut éprouver un bien-être, en tout cas une satisfaction personnelle, mais également, et ce sont pas des concepts, mais disons des visions individuelles auxquelles on n'attachait pas d'importance et pour lesquelles aujourd'hui les managers, les responsables de services, que ce soit dans des entreprises privées ou publiques, doivent tenir compte. C'est aussi la satisfaction, je dirais, le sens que l'individu trouve dans son travail. On vient de passer un certain nombre d'images où des agents, notamment de la fonction publique, évoquent leurs difficultés à travailler. Ça fait partie aussi de la satisfaction de toute personne au travail. Et quand vous parlez de bien-être au travail, c'est ça commence par là. Maintenant, ce sont des critères qui peuvent être très subjectifs d'un individu à l'autre. Alors, on a vu les manifestations de mars-avril dernier, les dernières manifestations également, où on voit des salariés qui sont mécontents de leurs conditions de travail. Où en est le baromètre de la qualité de vie au travail en Guyane? Le baromètre de la qualité de vie au travail, vous venez de le donner. Bon, ce serait difficile. Vous ne m'auriez pas invité pour vous parler de qualité de vie au travail si je me permettais de dire que le baromètre était très haut aujourd'hui en matière de qualité de vie au travail. Maintenant, quand on a dit ça, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises sont dans une situation catastrophique, mais ce qu'il est important en matière de qualité de vie au travail, c'est que chacun doit être conscient que l'environnement
Alors l'environnement économique, mais également l'environnement social sur un territoire va de toute façon impacter la qualité de vie au travail. Quand une entreprise est bloquée, ça crée des perturbations. Quand une entreprise subit pour X ou Y raison des conditions d'exploitation difficiles, ça a une incidence sur les conditions de travail des salariés. Donc ce qui fait que ce que vous avez vu ce que nous avons vu dans nos rues en mars et en avril, c'est aussi lié à des conditions de travail où on ne se parle plus ou pas assez pour X ou Y raison. Il faudrait que vous nous réinvitiez pour qu'on vous en parle plus longuement. Mais les relations de travail aujourd'hui, avant on allait travailler, on faisait son travail. En fait, l'exécution était plus systématique. Aujourd'hui, quel est le b.a.-ba justement pour instaurer une qualité de vie au travail? Quel est le b.a.-ba pour le faire? Vous, qu'est-ce que vous faites à l'ARACT pour permettre aux entreprises d'instaurer cette qualité de vie? Alors, pour instaurer la qualité de vie au travail, il faut déjà replacer le travail réel au centre des échanges. Vous avez ce que prévoit le contrat de travail, mais vous avez ce qui se passe réellement dans l'entreprise avec un encadrement, avec un environnement financier, un environnement social, un environnement réglementaire, un environnement aussi en termes de moyens. On l'a évoqué notamment pour l'éducation, mais pas que. Il y a d'autres secteurs qui sont concernés, en tout cas en Guyane. Je dirais que c'est déjà le b.a.-ba. Au-delà de ça, et on revient à votre question sur le bien-être, où je vous répondais que c'était aussi quelque chose de subjectif, il y a aussi le sens. Qu'est-ce qu'on vient travailler, pourquoi faire? On vient pour rendre un service de qualité à des usagers, à des clients. On vient pour aussi, c'est l'essentiel, pour avoir un bon équilibre, une performance économique de ces organisations. Aujourd'hui, le public et le privé sont quand même aussi concernés, pas dans les mêmes proportions, mais on parle de qualité de service. On parle d'usagers avec un service qui est attendu, un service rendu. On attend des résultats, donc la culture de résultat est en train de se propager aussi dans ces deux environnements. Et une fois qu'on a posé cette question d'environnement, il y a les questions comment se répartit aussi cette performance économique, donc il y a les questions monétaires, mais il y a aussi un élément qui est essentiel, c'est la communication. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, il faudra remettre, et c'est quelque chose qui se retravaille de façon constante avec de nouveaux arrivants. Travailler également sur la reconnaissance, c'est ce que nous faisions ce matin avec un groupe de managers, de travailler sur comment on reconnaît la performance, le travail du salarié, le travail rendu, comment est-ce qu'il contribue à la progression de l'entreprise, comment il contribue à sa mission, et aussi d'autres aspects qui sont en train qui reviennent, enfin qui sont en train d'émerger, c'est comment est-ce qu'on permet aussi à ce salarié qui rend un service de concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Je pourrais aller aussi encore très loin sur le sujet. Et l'un des indicateurs concrets de l'augmentation du bien-être au travail est peut-être la diminution du nombre d'arrêts maladie de longue durée également. Alors, d'arrêt maladie déjà, d'arrêt maladie déjà, on parle, c'est le grand mal du siècle, le stress au travail. C'est vrai que la baisse un des indicateurs, effectivement, en tout cas que nous, dans le réseau, on va aller observer, c'est justement cette baisse des arrêts maladie. Il y a aussi d'autres faits, il y a l'absentéisme, mais aussi la baisse des incidents dans les relations de travail, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'évalue pas. Si vous me demandez, vous me posiez la question d'un baromètre, je ne peux pas vous en parler. Oui. Par contre, je ne peux pas avoir de chiffres précis, parce qu'on attend des chiffres, mais ce que je peux vous dire, par contre, c'est que les relations de travail se sont détériorées en Guyane et se détériorent de plus en plus, parce qu'en général, quand l'organisation dysfonctionne, le premier révélateur, c'est qu'on va... On ne va pas attaquer l'organisation, mais on va attaquer les individus. Merci Marielle Bandron d'avoir accepté notre invitation. L'ARACT intervient donc auprès des entreprises pour leur permettre de mettre en place une meilleure qualité de vie au sein de leur entreprise. Merci beaucoup. Merci. Et pour poursuivre ce journal, cette actualité, l'introduction des transporteurs scolaires dans la convention Évidence. Cette convention signée en 2014 a pour but d'éradiquer la violence aux abords et dans les établissements scolaires. Regardez ce reportage.
Incivilité, trafic, consommation de drogue et même agression sexuelle. Les bus scolaires sont souvent le théâtre d'infractions pénalement répréhensibles. Les élèves qui fument, boivent dans les autocars, ont des propos malveillants, se bagarrent. Donc on souhaite avoir un lien avec l'établissement pour que si l'élève soit exclu de l'établissement, il soit exclu également du transport scolaire parce que nous, notre vocation, c'est de les emmener à l'école et de les ramener chez eux. Après 3 ans de négociations, les transporteurs scolaires ont été associés aujourd'hui à la convention Évidence signée en 2014 en vue d'endiguer les violences dans le cadre scolaire. Ça nous permet d'avoir directement un lien avec les instances telles que la gendarmerie, le procureur de la République et la police nationale. Donc on peut avoir vraiment ce lien qu'on n'avait pas parce qu'on était obligé de passer à travers notre donneur d'ordre ou faire le 17. Là, on peut vraiment leur expliquer pour qu'ils puissent avoir des actions beaucoup plus concrètes dans le quotidien parce qu'il y a des zones un peu plus sensibles et des périodes un peu plus sensibles. La nouvelle annexe de la convention permettra aux conducteurs de bus de confisquer la carte scolaire d'embarquement des élèves contrevenants. Et cette carte de bus, on la rendra aux parents, probablement au sein de l'établissement scolaire, après une vraie discussion sur qu'est-ce qui s'est passé dans le bus et donc une étude du comportement du gamin. Et s'il a commis donc quelque chose qui était anormal, il y aura donc des rappels à la loi, des rappels au règlement et des sanctions. Les mineurs qui ont commis les actes les plus graves sont envoyés devant le tribunal pour enfants. Et ils sont convoqués, ils peuvent être même déférés le jour même avec les menottes si nécessaire. Ça, ce sont les cas les plus graves. Heureusement, c'est 1 ou 2 ou moins de 5 cas dans l'année. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est de la médiation. L'idée, c'est de faire se rencontrer les 2 gamins qui en sont venus donc à s'insulter, qui en sont parfois venus aux mains. Et là, donc, on les fait se rencontrer devant un médiateur pénal. Si aucun budget spécial n'est prévu pour la mise en œuvre de cette convention, la préfecture compte avoir recours au FIPD, le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Il sera destiné à financer des caméras de surveillance dans les bus qui pourraient éventuellement servir de moyen de preuve en cas de délit grave. Le directeur du pôle formation continue de l'Université de Guyane a prolongé les inscriptions jusqu'au 13 octobre, faute d'effectifs suffisants pour ouvrir la section. Le pôle propose des formations tout au long de la vie professionnelle. Christian Aridas, directeur de la formation continue de l'Université de Guyane, était au micro de Gaël Wassim. Il est clair que nous, au niveau de la formation continue, on essaie de faire en sorte qu'il y ait le maximum de personnes et que surtout les personnes qui ne seraient pas informées que telle ou telle formation puisse s'ouvrir, donc soient en capacité de le faire maintenant. Et donc nous avons décidé de prolonger pour ne pas trop saturer justement le service d'accueil de la formation continue parce que les gens se précipitaient. Donc on leur a donné un petit peu de marge de telle sorte que ces personnes-là puissent avoir la possibilité de poursuivre leurs études et puis surtout de venir nous voir. Les repreneurs d'études, des personnes qui ont décidé de changer d'emploi, des personnes qui ont décidé aussi de se former, donc 2 sortes de formations, soit qualifiantes ou diplômantes, et aussi des personnes qui, à un moment donné, veulent préparer un concours aussi. Alors nous avons 2 pôles de formation continue à Saint-Georges et à Saint-Laurent qui fonctionnent très bien, en partenariat à Saint-Laurent avec le GRITA et à Saint-Georges avec la municipalité de Saint-Georges. Et puis bien entendu le pôle de Cayenne à l'université de Guyane. Les 7e journées de l'industrie électrique ce week-end jouent les prolongations jusqu'à aujourd'hui. À la centrale thermique de Desgrades-des-Cannes, les classes de seconde et de première du lycée Lama-Prévost de Rémire-Montjoly ont visité le site d'EDF ce matin. Vous le verrez, les jeunes sont déjà très motivés par ce secteur d'activité. Ludovic, par exemple, souhaite devenir ingénieur industriel. Regardez ce reportage de Gaël Wassim. Ludovic est l'un des élèves de la section protection de l'environnement du lycée Lama-Prévost. Casque de protection de rigueur, lui et sa vingtaine de camarades s'apprêtent à rentrer sur le site de la centrale thermique d'EDF à Desgrades-des-Cannes. Oui, elle m'a permis de mieux connaître le domaine que j'étudie, surtout la sécurité, l'environnement. Je souhaite plus m'orienter vers la filière de l'assainissement, dans le domaine de l'assainissement. Et par la suite être polyvalent dans ce que je fais. Pour les élèves des filières technologiques, cette immersion en entreprise est un plus dans le parcours pédagogique. Ils observent les différentes composantes nécessaires au fonctionnement.
le désir de pouvoir exploiter la centrale dégradée Cannes comme contexte professionnel pour mes séquences. Il était important pour moi de pouvoir permettre aux élèves d'être en immersion dans un lieu sur lequel ils sont appelés à travailler de manière professionnelle. Pour cette 7e journée de l'industrie électrique, EDF poursuit son opération de vulgarisation des métiers présents dans la centrale thermique auprès des élèves. Alors si on parle uniquement de dégradé Cannes dans un premier temps, ça passe du mécanicien à l'électricien, à l'agent de laboratoire, au management. Et bien entendu, c'est de leur permettre de susciter vraiment une vocation chez eux, que ça puisse créer un électrochoc où ils se disent finalement ça peut être moi demain qui suis positionné à cet endroit, moi qui puisse travailler chez EDF, être chef de centrale, être agent technique ou en fonction vraiment de ses aspirations. Parmi la vingtaine de lycéens présents lors de cette visite, 6 savent déjà où faire leur stage à la sortie du lycée. Direction Saint-Martin qui tente toujours de se remettre du passage de l'ouragan Irma. 9 bâtiments sur 10 ont été détruits. En attendant les travaux de reconstruction, ce sont les habitants eux-mêmes qui s'organisent pour réaménager leur territoire. Reportage sur place de Jean-Marc Dabreux et de Michelet François. Toitures arrachées, maisons éventrées. À Saint-Martin, un mois après Irma, pour beaucoup l'heure est au rafistolage. Ce magasin vend des matériaux de construction. Depuis peu, les stocks sont approvisionnés. On y trouve des feuilles de tôle et des sacs de ciment. C'est la réparation d'urgence, donc ça va être des contreplaqués en bois, des bastins en bois, des bâches. Reconstruire dans les 6 mois. Objectif des propriétaires de cette maison. L'intérieur a été complètement détruit par les vagues. Ils ont déjà reçu la visite d'un expert. Ils attendent maintenant le déblocage des fonds pour commencer les travaux. Leur vie, la construction. Désolé pour cette interruption indépendante de notre volonté, un problème technique auprès de nos services. Et puis, pour poursuivre ce journal, l'évolution des prix des produits de consommation a été publiée par la préfecture. Pour le mois d'août, les prix sont en diminution de 0,2% par rapport à juillet, et cela malgré une hausse des prix de l'alimentation. Les produits frais et notamment les fruits frais ont augmenté de 4,3%. Le poisson frais a connu une hausse de 2,2%. Bonne nouvelle, les services de transport, notamment les prix des billets d'avion, ont baissé de 2,4% par rapport au trimestre marqué par une forte hausse de 47,5%. Et pour finir, le tabac a augmenté de 0,3%. Connaissez-vous la rigolothérapie? Une thérapie anti-stress par le rire qui permet à l'individu de se mettre au cœur de son propre bien-être. Noël Tin, coach sportive et rigologue, a formé cet après-midi des femmes de la maison de quartier de Brutus sur les bienfaits du rire, du sport et de l'alimentation saine. Elle était au micro de Pierre Tréfou. La rigologie, c'est un ensemble de techniques de bien-être qui visent à se connecter à sa joie de vivre. L'idée de dire bouger pour garder le sourire, c'est aussi bouger, ok, mais insuffler une dynamique fun et rigolote. Le programme Bouger pour garder le sourire de la ville de Cayenne, c'est un programme qui consiste à apporter des cours de sport dans les maisons de quartier, notamment et plus précisément pour les femmes qui sont soit mères de famille, soit des femmes qui sont atteintes de maladies métaboliques ou cardiovasculaires, soit qui ont déjà eu des accidents même cardiovasculaires ou qui sont en surpoids ou en obésité. Donc il y a les cours de sport qui sont gratuits 2 fois par semaine. Il y a également des sessions avec une diététicienne et avec une cuisinière. Et tout ça est entièrement gratuit pour les personnes des quartiers prioritaires. Pour la partie éducation alimentaire et pour la partie cuisine, les hommes aussi sont visés, et pour la partie cours de sport, il arrive que des plus jeunes, des adolescentes puissent venir également. Elles sont les bienvenues. De toute façon, les cours sont limités par l'espace qui nous est octroyé dans les maisons de quartier, mais néanmoins on peut accepter jusqu'à une vingtaine de personnes.
On a vu lors d'une étude que le surpoids n'était pas forcément vu comme quelque chose de négatif, qu'une femme bien en chair, c'est une femme en bonne santé. Malheureusement, le surpoids a tendance à glisser vers l'obésité assez rapidement, comme il n'y a pas forcément de limite au niveau justement alimentaire. Donc oui, c'est quelque chose de problématique. À la fin de cette édition, je vous en rappelle les principaux titres. Près de 600 lycéens dans les rues de Cayenne ce matin, ils protestent contre leurs conditions de scolarisation, la vétusté des salles de classe et l'insécurité aux abords des lycées. Ils ont été reçus par les représentants du rectorat ce matin. Timide manifestation du côté des fonctionnaires devant la préfecture. Ils protestaient contre notamment le projet de suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d'ici 2022. Nous en parlions dans cette édition. Et puis, la reconstruction se poursuit sur l'île de Saint-Martin. 9 bâtiments sur 10 ont été détruits après le passage des ouragans. En attendant les travaux de reconstruction, ce sont les habitants eux-mêmes qui s'organisent pour réaménager leur territoire. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques minutes avec nos confrères de BFM TV. Pour vous qui nous suivez sur notre Facebook Live, merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous demain à 19h sur la même fréquence. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.